quand Léo, 11 ans, poussa la porte du club des loups gris, un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Son œil au beurre noir racontait une histoire, mais ses mots frappèrent plus fort encore. « Pouvez-vous être mon père pour une journée ?» Ce qui suivit allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une communauté. Voici l'histoire de la famille que l'on choisit et des héros inattendus qui répondent à l'appel. La lourde porte en chêne du gîte des loups gris pivota dans un grincement rauque un mardi après-midi, laissant pénétrer un rail de lumière dorée et quelque chose que personne n'attendait. Un gamin. Léo se tenait sur le seuil, son sac à dos ballant sur une épaule, ses baskets éraflées et manifestement trop petites pour ses pieds en pleine croissance. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. Les queues de billard se figèrent dans les airs. Quelqu'un baissa le volume de la radio qui crachotait une vieille chanson de rock. 12 motards, des hommes burinés par le vent et les kilomètres, dévisagèrent le garçon de 11 ans qui venait de s'introduire dans leur monde sans y avoir été invité. Jean, le président du chapitre, posa sa tasse de café sur la table en bois massif. Ses yeux, vifs et perçants malgré les mèches grises qui striaient sa barbe épaisse, se fixèrent sur le visage de l'enfant. C'est à cet instant qu'il le vit. L'hématome violacé qui s'épanouissait autour de l'œil gauche de Léo, une blessure si fraîche que ses contours étaient encore teintés de rouge et de pourpre sombre. C'était une carte de la douleur, récente et brutale. « T'es perdu, gamin ?» lança Stéphane depuis un coin de la pièce, son ton plus curieux qu'agressif. La pomme d'Adam de Léo fit un va-et-vient dans sa gorge frêle. Ses mains, moites de sueur et de peur, trituraient nerveusement les sangles de son sac à dos. Un instant, Jean crut qu'il allait prendre ses jambes à son cou, s'enfuir aussi vite qu'il était apparu. Mais le garçon redressa ses épaules menues, releva le menton avec une détermination fragile et prononça les mots qui allaient faire voler en éclats quelque chose au plus profond de chaque homme présent dans cette pièce. « Pouvez-vous être mon père pour une journée ?» Le silence qui suivit était lourd, dense, presque tangible. Il semblait chargé du poids de toutes les enfances brisées que ces hommes avaient survécues. Le regard de Jean croisa d'abord celui de Nicolas, un ancien de l'assistance publique qui avait atteint sa majorité seul au monde. Puis celui de Manuel, dont le père s'était volatilisé avant même qu'il ne sache marcher. La main de Stéphane toucha inconsciemment ses propres côtes, là où la boucle de la ceinture de son paternel avait laissé des cicatrices indélébiles, des souvenirs gravés dans la chair. La journée des métiers, poursuivit Léo, sa voix gagnant en assurance. C'est vendredi prochain, à l'école du village. Tout le monde amène ses parents pour parler de leur travail. Il marqua une pause, déglutit difficilement. Je n'ai personne à amener. Jean se leva lentement, son gilet de cuir craquant à chaque mouvement. Et tes parents ? demanda-t-il avec une douceur qui contrastait avec sa carrure imposante. Mon vrai père est mort en Afghanistan. Il y a 4 ans, la voix de Léo ne trembla pas, mais son regard se perdit dans le vague. Et le petit ami de ma mère, il s'interrompit, ses doigts effleurant machinalement son œil meurtri. Il n'est pas vraiment du genre à participer à la journée des métiers. Manuel s'approcha, s'accroupissant pour se mettre au niveau de Léo. Son visage tatoué s'adoucit. Ce cocard. Comment tu t'es fait ça ? Je suis tombé de mon vélo. Essaie encore. La façade de Léo s'effondra. C'est Didier. Le copain de ma mère. Il se met en colère quand elle est au travail. Elle fait des gardes doubles à l'hôpital, alors elle n'est pas souvent là. Hier, j'ai oublié de sortir les poubelles. Sa voix n'était plus qu'un murmure à peine audible. Il a dit que j'étais un bon à rien, tout comme mon père qui est mort. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. La mâchoire de Stéphane se contracta. Les jointures de Nicolas blanchirent autour de sa bouteille de bière. Jean sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine, un instinct protecteur, ancestral. « Et l'école » demanda Jean doucement. « Comment ça se passe » Léo eut un rire bref, dénué de toute joie. « Il y a ce garçon, Hugo. Lui et ses amis me coincent tous les jours. Il m'appelle l'orphelin. Il me pousse contre les casiers. Il me vole mon déjeuner. » Il baissa les yeux vers ses baskets. La semaine dernière, ils ont jeté les plaques d'identité militaire de mon père à la poubelle. J'ai dû fouiller dans les ordures pour les retrouver. Jean se souvint de sa propre scolarité. La faim, la honte, le sentiment de se noyer en pleine terre ferme que procure la solitude.
Il s'était juré, le jour où il avait enfilé le blouson de ce club, qu'il ne laisserait plus jamais un enfant se sentir aussi impuissant. Pas s'il pouvait l'empêcher. Pourquoi nous? Demanda Nicolas. Pourquoi les loups gris? Parce que vous n'avez peur de personne. Les yeux de Léo brillaient maintenant, emplis d'une urgence désespérée. Le père de Hugo est un grand avocat. Personne n'ose leur tenir tête. Mais vous, il désigna la pièce d'un geste large, tout le monde vous respecte. Tout le monde a un peu peur de vous. J'ai pensé que si vous veniez, juste pour une journée, il me laisserait tranquille. J'aurais quelqu'un dans mon coin. Cette dernière phrase frappa Jean comme un coup de poing. Les motards se regardèrent. Aucun mot ne fut prononcé, mais des conversations entières eurent lieu dans ces regards échangés. Ils avaient tous été Léo un jour. Effrayés, seuls, attendant désespérément que quelqu'un les voie enfin. Jean prit sa décision. Vendredi, tu as dit. Léo hocha la tête, un espoir fragile illuminant son visage comme une aurore. Quelle heure? 9h30, salle 204. Jean se tourna vers ses frères. Qui est libre vendredi matin? Toutes les mains se levèrent, sans une seule exception. Très bien, alors. Jean se retourna vers Léo, et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, l'enfant sourit. Un vrai sourire, large et sincère. On sera là. Tous. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Mais, Léo, la voix de Jean redevint sérieuse. Cette histoire avec Didier. Est-ce que ta mère est au courant? Le sourire s'effaça. Elle est tellement fatiguée tout le temps. Elle travaille si dur pour nous maintenir à flot depuis la mort de papa. Je ne veux pas lui compliquer les choses. Protéger ta mère en encaissant des coups, ce n'est pas noble, gamin. C'est juste plus de douleur. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Jean s'agenouilla, se mettant à sa hauteur. Tu viens de le faire. Tu as demandé de l'aide. Ça demande plus de courage que la plupart des hommes n'en montreront jamais. Il posa une main sur l'épaule de Léo. On va s'occuper de ça. La journée des métiers n'est que le début. Alors que Léo repartait, son sac à dos semblant soudain plus léger, le gîte s'anima de conversations feutrées. Ils avaient 4 jours pour se préparer. 4 jours pour s'assurer qu'un gamin terrifié apprenne ce que cela faisait d'avoir 32 pères qui se présentent quand ça compte vraiment. Jean regarda par la fenêtre Léo s'éloigner et remarqua quelque chose. La démarche du garçon était différente, plus assurée. C'est pas porter un poids qu'il n'avait pas auparavant. Pas un fardeau, mais une détermination. Le vendredi matin arriva sous des nuages gris qui menaçaient de pleuvoir. Léo se réveilla à 5 heures, trop anxieux pour dormir. Il s'était remémoré la promesse de Jean un millier de fois, terrifié à l'idée que ce n'était que des mots. Les adultes faisaient des promesses. Les adultes les brisaient. C'était la leçon qu'il avait apprise. Il s'habilla avec soin, enfilant sa seule chemise à boutons, celle que sa mère avait achetée pour les funérailles de son père. Ses doigts tremblaient en la boutonnant. Dans la cuisine, sa mère lui déposa un baiser sur le front, remarquant qu'il avait à peine touché à ses céréales. Grand jour, mon chéri. Ouais, la journée des métiers. Elle hésita. Léo, je suis désolé de ne pas avoir pu prendre ma journée. L'hôpital est en sous-effectif. Ce n'est pas grave, maman. J'ai trouvé une solution. Elle étudia son visage, y décelant quelque chose de différent. Une lueur qui ressemblait presque à de la confiance. Tu es sûr que ça va? Je suis sûr. À l'école, Hugo l'attendait près des casiers avec sa bande habituelle, Tom et Louis, tous deux plus grands que Léo. Tous deux cruels avec cette désinvolture que les enfants privilégiés pouvaient se permettre. Regardez qui voilà, ricana Hugo. Prêt pour ta grande présentation, l'orphelin? Oh, attends. Tu n'as personne qui vient, n'est-ce pas? Léo continua de marcher, la tête baissée. Mon père amène sa Citroën DS. Le tien, il amène quoi? Hugo éclata de rire. Un cercueil. Tom bouscula Léo contre les casiers. Son épaule lui lança une douleur aiguë, mais il ne réagit pas. Il continua simplement à marcher vers la salle 204, comptant ses pas,
respirant par le nez comme son vrai père le lui avait appris quand le monde semblait trop vaste. À 9h15, la classe se remplissait de parents. Le père de Hugo, maître Laurent, arriva dans un costume 3 pièces, serrant des mains comme s'il était en campagne électorale. La mère de Tom, médecin, avait apporté un stéthoscope. Le père de Louis, pilote de ligne, portait son uniforme avec une autorité impeccable. Léo était assis au dernier rang, les yeux rivés sur l'horloge. Les minutes s'étiraient. Chaque tic-tac resserrait le nœud dans sa poitrine. Il ne viendrait pas. Bien sûr qu'il ne viendrait pas. Pourquoi le ferait-il? Puis, juste après 9h30, le grondement commença. Distant d'abord, comme un tonnerre roulant à des kilomètres. Mais il grandit, enfla, jusqu'à faire vibrer les fenêtres et cesser toute conversation. Et tout le monde, élèves, enseignants, parents, se précipita pour regarder dehors. 32 motos entrèrent dans le parking de l'école en formation parfaite. Les chromes brillaient même sous le ciel gris. Les moteurs rugissaient en une harmonie synchronisée. Les loups gris étaient arrivés. Le cœur de Léo faillit exploser. Ils étaient venus. Ils étaient vraiment venus. Jean menait la procession, sa moto la plus bruyante, sa présence imposante. Ils se garèrent en une formation en V impeccable, coupèrent leurs moteurs simultanément et descendirent de leur machine comme une unité militaire. Chaque blouson en cuir arborait l'écusson à la tête de Morellet. Chaque visage portait les marques du temps, celui d'hommes qui avaient survécu à leur propre guerre. Madame Dubois, l'institutrice, se tenait figée derrière son bureau alors que les motards entraient dans sa classe. Ils étaient trop grands pour cet espace, trop brut, trop réel. Le père de Hugo recula d'un pas. Léo Mercier, la voix de Jean remplit la salle. Léo se leva, les jambes tremblantes. Présent. On est là pour toi, gamin. La classe explosa en chuchotement. Le sourire narquois de Hugo avait disparu. Son père avait l'air d'avoir avalé du verre pilé. Jean s'adressa à la classe avec l'autorité calme de celui qui a l'habitude de commander. Bonjour à tous. Nous sommes le club de moto des loups gris. Léo nous a demandé de venir vous parler de ce que nous faisons. Alors, allons-y. Il commença par les bases. Le fonctionnement des motos, l'ingénierie qui se cachait derrière, la physique de l'équilibre et du couple. Stéphane s'avança et parla de leurs actions communautaires. Des collectes de jouets pour les hôpitaux pédiatriques, des levées de fonds pour les anciens combattants, des services d'escorte pour les victimes de violences se rendant au tribunal. La plupart des gens voient les écussons et font des suppositions, dit Stéphane. Ils pensent que nous sommes des criminels. Mais la fraternité, ça veut dire être là quand ça compte, surtout quand c'est difficile. Puis, Antoine s'avança. Il était plus silencieux que les autres, son regard porteur de vieilles blessures. J'ai grandi dans une maison où l'amour ressemblait à un point, commença-t-il. La salle devint silencieuse. Mon père buvait. Il était violent. Il m'a fait croire que je n'étais rien. À 13 ans, je prenais le même chemin, je me battais, je volais, je détestais tout le monde, y compris moi-même. Léo vit ses camarades se pencher en avant. Même Hugo écoutait. Puis j'ai rencontré Jean. Il m'a donné le choix, continuer à me détruire ou construire quelque chose de mieux. Ce club, cette famille, ils m'ont appris que la vraie force, ce n'est pas la violence. C'est de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est de briser les cycles au lieu de les perpétuer. Madame Dubois pleurait silencieusement à son bureau. Manuel sortit une photo. Voici Nicolas à 15 ans, vivant dans la rue. Voici Stéphane après 3 missions en Irak, 100 personnes qui l'attendaient à la maison. Voici Jean le jour où sa fille lui a dit qu'elle était fière de lui. Il regarda directement Léo. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des cicatrices. Mais nous choisissons chaque jour d'être meilleurs que ce qui nous a brisés. Jean se tourna vers Léo. Tu nous as demandé d'être ton père pour une journée. Mais voilà le truc, gamin. Une vraie famille, ça ne fonctionne pas avec un emploi du temps. Tu es coincé avec nous maintenant. Toute la classe éclata en applaudissements. Tom applaudissait. Louis avait l'air stupéfait. Hugo restait figé, une émotion complexe se dessinant sur son visage. Après la présentation, alors que les parents sortaient, le père de Hugo,
Maître Laurent, approcha Jean avec un sourire forcé. Sacrée performance. Jean le regarda droit dans les yeux. Votre fils cause des ennuis à Léo. Ça s'arrête aujourd'hui. Le sourire de l'avocat mourut. Est-ce une menace? C'est une promesse. Il y a une différence. Dehors, alors que les motards se préparaient à partir, Léo ne trouvait pas de mots assez grands pour exprimer ce qu'il ressentait. Jean lui serra simplement l'épaule. À demain, gamin. On t'apprend à faire une vidange. Alors que 32 moteurs rugissaient à nouveau, Léo, debout dans le parking, regarda sa famille s'éloigner. Quelque chose avait changé dans sa poitrine, une porte s'était ouverte, une porte qu'il ne savait même pas verrouiller. Le week-end se déroula dans une normalité presque surréaliste. Léo passa le samedi au gîte, apprenant les bases de l'entretien des motos. Ses mains étaient noires de cambouis, son sourire impossible à effacer. Jean lui apprit à vérifier les niveaux d'huile. Manuel lui montra la différence entre une clé à molette et une clé à douille. Pendant 2 jours, le poids qu'il portait depuis la mort de son père sembla plus léger. Mais le lundi ramena la réalité de manière brutale. Didier avait vu la vidéo. Un parent l'avait postée sur Facebook, les motards locaux volent la vedette à la journée des métiers, et elle s'était répandue dans la communauté comme une traînée de poudre. Quand Didier rentra en titubant lundi soir, 3 bières dans le nez et bouillonnant d'humiliation, il l'avait déjà regardé 17 fois. Léo entendit le bruit de la Renault 4 litres avant de la voir. Ce grognement de moteur particulier qui lui nouait l'estomac. Il était à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, quand Didier ouvrit la porte d'un coup de pied. « Tu te crois spécial, maintenant ?» Les mots de Didier étaient pâteux. « Avec tes petits copains motards ?» La mère de Léo ne rentrerait pas avant 2 heures. Il calcula les issues de secours. Porte d'entrée bloquée. Porte arrière par la cuisine. Son téléphone était à l'étage. « Je t'ai posé une question. » Didier s'approcha, et Léo sentit l'odeur de la bière. La rage, l'odeur familière de la violence sur le point d'éclater. « J'avais juste besoin de quelqu'un pour la journée des métiers. Tu m'as fait passer pour une merde. » Tout le monde au bar en parlait. Pauvre Léo. Pas de figure paternelle. La main de Didier jaillit et attrapa la chemise de Léo, le soulevant légèrement. « Tu en as une, de figure paternelle, juste ici. Vous n'êtes pas mon père. » Les mots s'échappèrent avant que Léo ne puisse les retenir. Le visage de Didier devint pourpre. Son poing se leva. Léo ferma les yeux, son corps se tendant pour l'impact. Le coup ne vint jamais. La porte d'entrée s'ouvrit. Pas d'un coup de pied, pas forcé, simplement ouverte avec une clé qui n'existait pas 1 heure auparavant. Jean entra le premier, suivi de Stéphane et Manuel. 3 autres motards flanquaient l'entrée. Ils se déplaçaient avec une détermination calme, remplissant la petite maison de campagne de leur présence. Le poing de Didier resta figé en l'air. « Qu'est-ce que... » ?»« Sortez de chez moi. »« Ce n'est pas chez vous, » dit calmement Jean, sortant son téléphone. « Le bail est au nom de Valérie Mercier. Vous ne faites qu'habiter ici. » Il tapota l'écran. « Valérie nous a donné une clé cet après-midi. Elle savait depuis un moment que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait juste pas comment gérer ça. » Didier lâcha Léo et se jeta sur Jean. Stéphane s'interposa avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a géré bien pire. « Ne faites pas ça, » dit Stéphane doucement. « Vous ne voulez pas faire ça. » Jean le contourna pour aller vers Léo, l'examinant. « Ça va ?» Léo hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Manuel posa un dossier en carton sur la table de la cuisine. Il atterrit avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de tonnerre. « Ouvrez-le, » dit-il à Didier. L'assurance de Didier vacilla. Ses mains tremblaient en saisissant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Léo avec des ecchymoses, prises au cours des 6 derniers mois. Horodatées. Des rapports médicaux de l'infirmière scolaire documentant des blessures suspectes. Une déclaration écrite de Madame Dubois détaillant des changements de comportement. Des SMS que Didier avait envoyés à Valérie. Menaçants et cruels. « Où est-ce que vous ? » L'infirmière de l'école de Léo documente tout depuis des mois, expliqua Jean. Elle constituait un dossier, mais attendait le bon moment.
Les collègues de Valérie à l'hôpital ont aussi remarqué ses blessures. Celles que vous mettiez sur le compte de sa maladresse. Sa voix restait égale, presque conversationnelle. Nous avons parlé à beaucoup de gens ce week-end. Il s'avère que vous avez laissé pas mal de traces. Le visage de Didier était passé du pourpre au blanc. Vous ne pouvez pas, c'est déjà fait. Stéphane sortit un autre document. Une ordonnance de protection, prête à être déposée. Nous avons 3 témoins qui attesteront de ce qu'ils ont vu. L'avocat de Valérie, un vrai, pas celui dont vous la menacez, est prêt à demander une protection complète pour la garde. Jean s'appuya contre le comptoir. Voilà comment ça va se passer. Vous avez 2 choix, et vous devez en faire un tout de suite. Didier regarda autour de lui, voyant ses options se réduire à néant. Choix numéro 1, vous faites vos bagages, vous partez ce soir, et vous ne contactez plus jamais Valérie ou Léo. Vous disparaissez. Nous garderons ces dossiers, mais nous ne les déposerons pas. Vous pourrez repartir à 0 ailleurs. Et choix numéro 2, nous déposons tout ce soir. La police intervient. Les services de protection de l'enfance interviennent. Valérie porte plainte pour violence domestique. Oui, nous avons aussi des preuves de ça. Vous serez arrêté avant demain matin, et tout le monde dans ce village saura exactement qui vous êtes. L'expression de Jean ne changea pas. C'est à vous de décider. Didier se dégonfla, son arrogance s'effondrant sous le poids des conséquences. Il regarda Léo une dernière fois, et pendant un instant, quelque chose qui ressemblait presque à du regret traversa son visage. Mais cela passa. J'ai besoin d'1 heure pour faire mes affaires. Vous avez 30 minutes, dit Manuel en regardant sa montre. On attend. Moins d'une demi-heure plus tard, la Renault 4 litres de Didier quittait l'allée, chargée de tout ce qu'il possédait. Les motards avaient surveillé en silence pendant qu'il chargeait ses cartons, s'assurant qu'il ne prenait rien qui appartenait à Valérie ou Léo. Alors que les feux arrière disparaissaient, Jean appela Valérie. C'est fait. Il est parti. Léo est en sécurité. Lorsque Valérie arriva à la maison 40 minutes plus tard, elle trouva son fils assis à la table de la cuisine, entouré de 6 motards mangeant une pizza qu'ils avaient commandée. Son regard se posa d'abord sur Léo, vérifiant l'absence de nouvelles blessures, n'en voyant aucune, puis sur Jean. Est-il vraiment parti? Il ne reviendra pas. Nous avons été très clairs. Elle s'effondra sur une chaise alors que les larmes coulaient. Un soulagement l'inondant comme la rupture d'un barrage. Un soulagement pur et immense. Stéphane fit glisser silencieusement une boîte de mouchoirs sur la table. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Jean regarda Léo, puis de nouveau elle. Parce que quelqu'un devait le faire. Et parce que ce gamin a été assez courageux pour demander. Cette nuit-là, après le départ des motards, Léo était allongé dans son lit, fixant le plafond. La maison semblait différente, plus légère. L'air circulait dans des pièces qui avaient été suffocantes pendant des années. Son téléphone vibra. Un SMS de Jean. Dors bien, gamin. On est dans le coin si tu as besoin. Cette nuit-là, Léo dormit jusqu'au matin. Un sommeil profond et sans rêve qu'il n'avait pas connu depuis des années. Dans les semaines qui suivirent le départ de Didier, le gîte était devenu la 2e maison de Léo. Il y passait la plupart de ses après-midi, faisant ses devoirs au bar pendant que les motards travaillaient sur leur moteur. Ses notes s'améliorèrent. Les ecchymoses s'estompèrent. Sa mère souriait davantage. Mais Jean remarqua autre chose. Hugo avait complètement cessé de harceler Léo. Plus de bousculades, plus d'insultes, rien. Mais le garçon avait l'air d'aller plus mal. Plus silencieux, renfermé, avec des cernes sous les yeux que Jean reconnaissait trop bien. Stéphane, dit Jean un jeudi après-midi, ce gamin, Hugo, quelque chose ne va pas. L'intimidateur. L'ancien intimidateur. Je veux savoir pourquoi. Stéphane passa quelques appels. Le vendredi, ils avaient des réponses. La mère de Hugo était décédée des années plus tôt. Un cancer fulgurant qui avait laissé la dévastation dans son sillage. Son père, Philippe Laurent, cet avocat tiré à 4 épingles, se noyait dans le chagrin depuis. L'alcool était devenu le seul moyen pour lui de fonctionner.
Hugo s'élevait seul pendant que son père travaillait 16 heures par jour ou s'asseyait dans son bureau avec un bourbon. Le gamin se défoule parce qu'il est seul, rapporta Stéphane. Le père est physiquement présent, mais émotionnellement absent. Jean tapota ses doigts sur la table. Alors, Hugo devient le bourreau parce qu'il est lui-même une victime à la maison, non pas de coups, mais d'absence. Alors, on va réparer ça. Nicolas leva les yeux de sa moto. Ce gamin a torturé Léo pendant des mois. Et Léo avait Didier. Hugo a un fantôme qui porte le visage de son père. Jean se leva. Nous brisons les cycles. C'est ce que nous faisons. Le lendemain matin, Jean et Stéphane se présentèrent au cabinet d'avocat de maître Laurent sans préavis. Philippe leva les yeux de son bureau, l'irritation traversant son visage. « Votre fils se noie », dit simplement Jean. « Et vous êtes trop ivre pour le remarquer. »« Mon fils va très bien. »« Quand avez-vous dîné avec lui pour la dernière fois ?» Sobre, Jean attendit. Le silence de Philippe fut une réponse. « Quand lui avez-vous demandé pour la dernière fois comment s'était passée sa journée ? L'avez-vous regardé sans voir votre femme décédée ? Vous devez partir. » Nous sommes au courant pour l'alcool, Philippe. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là parce que nous avons été à votre place. Perdu. Avec le sentiment de se noyer. La voix de Stéphane était douce. Une douleur si grande qu'on a besoin de l'anesthésier juste pour survivre. Les jambes de Philippe semblèrent le lâcher. Il se rassit lourdement. Je ne sais pas comment être un père sans elle. Jean tira une chaise. Ma fille avait 7 ans quand sa mère est partie. J'étais membre du club, me noyant dans les bouteilles, tout comme vous. Un soir, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée en train de préparer le dîner. Une fillette de 7 ans essayant de se nourrir parce que j'étais trop saoul. Sa voix s'érailla. Ce fut mon déclic. Il n'est pas trop tard pour vous. Stéphane fit glisser une carte de visite sur le bureau. Le groupe de soutien aux anciens combattants se réunit les mardis et jeudis soirs. Vous avez servi, n'est-ce pas ? Philippe hocha la tête, surpris qu'il le sache. Comme la moitié d'entre nous. Ces gars comprennent. Stéphane se pencha en avant. Votre fils a besoin de retrouver son père. Le vrai. La main de Philippe tremblait en ramassant la carte. Et si j'essaie, nous aiderons aussi Hugo. Programme de mentorat pour jeunes que nous gérons, se leva Jean. Mais cela ne fonctionne que si vous le voulez tous les deux. Quelques jours plus tard, Philippe assista à sa première réunion. Il craqua 2 fois, faillit partir 3 fois. Mais Jean resta assis à côté de lui pendant les 2 heures. Hugo fut plus difficile à atteindre. Quand Manuel l'approcha après l'école, les défenses du garçon se hérissèrent. Je n'irai pas à votre stupide programme. 12 jeunes de ton âge, qui travaillent sur des motos, apprennent la menuiserie, parlent de choses importantes. Et Léo y va. Cela arrêta net Hugo. Léo y participe ? 1 fois par semaine. Il construit une étagère. Hugo détourna le regard, la mâchoire contractée. J'ai été horrible avec lui. Ouais, c'est vrai. Demande-lui toi-même pourquoi il voudrait que tu sois là. La confrontation eut lieu au gîte le samedi suivant. Léo était en train de poncer du bois quand Hugo entra, escorté par Manuel. Le silence se fit dans la pièce. Léo se redressa lentement. Ils se dévisagèrent à travers l'atelier. Je suis désolé, la voix de Hugo se brisa. Pour tout. Les choses que j'ai dites sur ton père, les casiers, les plaques d'identité. J'étais en colère contre ma propre vie et je me suis défoulé sur toi. Léo l'étudia un long moment. Il avait appris quelque chose de Jean. Porteur, la haine était plus lourd que de la laisser partir. Ta mère est morte, c'est ça ? Hugo hocha la tête. C'est nul. Mon père est mort aussi. Léo posa son papier de verre. Tu veux m'aider à finir cette étagère ? Je suis nul pour les angles. Les yeux de Hugo s'écarquillèrent. Sérieux ? J'en dis qu'on est meilleur pour construire des choses que pour les détruire. Autant commencer maintenant. Les années passèrent, un jour à la fois. Léo grandit. Sa confiance se solidifia. Hugo devint son ami improbable.
Tous deux étaient des habitués du gîte. Philippe Laurent devint sobre et commença à entraîner le club de foot local. Valérie Mercier obtint son diplôme d'infirmière. Le jour de la remise des diplômes arriva sous un soleil radieux. Léo se tenait sur l'estrade, coiffé de sa toque et vêtu de sa toge. Au troisième rang, sa mère rayonnait. Derrière elle, contre le mur du fond, se tenaient 32 motards en gilet de cuir. Tout le monde parle de la famille comme si c'était juste une question de biologie, commença Léo. Mais j'ai appris quelque chose de différent. La famille, ce sont les gens qui se présentent quand votre monde s'écroule. Son regard croisa celui de Jean. La famille, c'est un groupe de motards qui a répondu à la question désespérée d'un enfant et qui est resté bien après qu'il le faille. Ils m'ont appris que la force, ce n'est pas l'intimidation. C'est la protection. Que les vrais hommes aident les autres à se construire au lieu de les détruire. Hugo, assis avec son père, essuya ses larmes. Philippe Laurent, sobre depuis 5 ans maintenant, serra l'épaule de son fils. Ils étaient venus à la cérémonie ensemble, les fenêtres baissées, parlant de projets universitaires. De petites choses, le genre de conversation qu'il avait cru avoir perdu à jamais. Alors, à tous ceux qui sont ici, trouvez les vôtres. Soyez les leurs. Présentez-vous, restez. C'est ça qui compte. Après la cérémonie, j'entendis à Léo un gilet de cuir plié. L'écusson dans le dos disait, frère d'honneur, famille pour toujours. Tu l'as mérité, dit Jean. Léo l'enfila et les motards éclatèrent en acclamations, chacun d'entre eux. Sa mère le serra fort dans ses bras, murmurant, ton père serait si fier. Lequel ? Demanda Léo en souriant à travers ses larmes. Elle rit. Tous. Léo a trouvé une famille là où il s'y attendait le moins. Et ces motards ont prouvé que la vraie force est de savoir quand protéger, et non quand blesser. Que feriez-vous si un enfant vous demandait de l'aide ? Partagez vos pensées ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton d'abonnement, car chez Embrassez le voyage, nous croyons que tout le monde mérite quelqu'un qui se présente. À la prochaine histoire.